Et si la façon la plus rapide de calmer votre esprit était d'arrêter d'essayer de le calmer? Imaginez ne pas forcer le calme, ne pas batailler avec les pensées, mais découvrir un simple changement de position qui laisse tout se déposer de lui-même. Il existe une vieille histoire au sujet du Bouddha qui pointe directement vers cela, et une fois que vous la voyez, votre bruit intérieur quotidien ne vous paraîtra plus jamais pareil. On raconte qu'un après-midi d'été, tard dans sa vie, le Bouddha se promenait dans une forêt. L'air ondoyait de chaleur, les cigales brodaient le silence, et la poussière flottait en nappes dorées là où le soleil traversait les arbres. Il avait soif et était fatigué. Il se tourna vers son disciple Ananda et dit, d'une voix calme et sans hâte, qu'il y avait un petit ruisseau à 5 ou 6 kilomètres derrière eux. « Prends mon bol d'aumône, ordonna-t-il. Retourne et apporte-moi de l'eau. » Ananda obéit. Il refit le chemin étroit où les feuilles crissaient sous les pas, dépassa un virage où des chariots avaient déjà passé. Quand il atteignit le ruisseau, son cœur se serra. Les roues des chariots avaient remué le lit de feuilles sèches et de limon en un tourbillon trouble. L'eau était brune, parsemée de fragments de feuilles et de brindilles, opaque et agitée. Le dépôt tournant en petits remous, refusant de se déposer. « Ce n'est pas de l'eau pour un maître », pensa Ananda. Il fit demi-tour, les mains vides, un nœud d'inquiétude se resserrant dans la poitrine. Il trouva le Bouddha et dit, avec la politesse d'un disciple qui masque une pointe de frustration, que l'eau était boueuse et impropre à la boisson. Il ajouta qu'un grand fleuve se trouvait à 2 ou 3 kilomètres plus loin. « Laisse-moi aller chercher l'eau là-bas », dit-il. « Ce serait plus propre, plus rapide, plus sensé. » Mais le Bouddha secoua la tête. « Retourne au premier ruisseau, » dit-il doucement. « Si l'eau est sale, n'y entre pas. Ne la remue pas avec tes mains. Assieds-toi tranquillement sur la berge. Ne fais rien. Regarde simplement. L'eau s'éclaircira d'elle-même. Quand elle sera claire, remplis le bol et apporte-le-moi. » Ananda ne comprit pas. Pourquoi marcher 5 ou 6 kilomètres jusqu'à une eau boueuse alors qu'un puissant fleuve se trouvait juste devant? Cela semblait absurde, voire cruel. L'après-midi devenait de plus en plus chaud. Mais l'obéissance au maître était ancrée en lui après des années de pratique. Alors, il fit demi-tour et y alla. Il revint au petit ruisseau. Le grondement des chariots s'était éloigné. Des libellules volaient au-dessus de la surface. L'eau était déjà plus calme. Le limon lourd avait commencé à se déposer. Les feuilles qui tournaient comme des oiseaux fatigués dérivaient maintenant paresseusement vers le bord. Ananda se tint debout, puis se souvint de l'instruction. « Ne touche pas, ne patauge pas, ne répare pas, assieds-toi et observe. » Il s'assit donc sur la berge, le bol d'aumône posé sur ses genoux, et il attendit. Les minutes s'étirèrent comme du caramel chaud. Le soleil scintillait en bande sur l'eau. Il remarqua une zone de surface claire qui se formait près d'un rocher, puis une autre. Il entendit le léger clapotis au rivage. Il sentit le vent changer, huma la douce odeur terreuse qui montait de la vase. Peu à peu, le ruisseau, sans être dérangé, s'éclaircit. Le dépôt s'enfonça. Le tourbillon se dissipa et disparut. Ce qui avait été brun et trouble devint de l'eau de verre. S'il se penchait, il pouvait voir des cailloux comme des pièces au fond, chacun dessiné par la lumière. Ananda sourit, étonné par une leçon qui arriva sans une parole de plus. Il remplit le bol. Sur le chemin du retour à travers la forêt, il se sentit plus léger. Il y avait comme une danse dans ses pas. Soulagement, compréhension, gratitude, tous entremêlés. Quand il rejoignit le Bouddha, il toucha ses pieds et offrit l'eau. Le Bouddha le remercia et Ananda lâcha, presque en riant, qu'il comprenait enfin. Au début, avoua-t-il, il avait été en colère. Il ne l'avait pas montré, mais l'absurdité de l'instruction l'avait irrité. Mais en s'asseyant au bord du ruisseau et en le regardant changer sans intervenir, il vit son propre esprit. Quand il y plongeait, quand il argumentait avec des pensées, luttait contre des peurs, grattait d'anciens souvenirs, il remuait seulement la vase. Plus il essayait de réparer, plus cela devenait trouble.
Pourtant, quand il se contentait de s'asseoir sur la berge de l'esprit et d'observer, sans y sauter, sans éclabousser, sans tenter de forcer, les feuilles du ressentiment, le limon des vieilles blessures, les fragments du désir, tout cela coulait lentement vers le bas. La clarté apparaissait d'elle-même. L'eau n'avait pas besoin qu'il la rende claire, elle avait besoin qu'il cesse de la troubler. Et ceci, affirma le Bouddha, est la vraie méditation. Pas une bataille contre l'esprit, mais un changement de position. L'art de transférer votre siège du milieu du ruisseau à la berge tranquille de la conscience. La plupart d'entre nous ont appris l'inverse. Nous pensons que la manière de calmer consiste à réparer et gérer, à accumuler des techniques, à supprimer certaines pensées et en convoquer d'autres sur commande. Nous serrons l'attention comme si nous dressions un animal sauvage. Mais l'attention n'obéit pas longtemps à ce genre de force. Elle tressaillit, elle se rebelle. Le ruisseau devient plus sale. L'instruction de s'asseoir sur la berge ressemble à un paradoxe, mais elle est profondément pratique. Ce n'est pas de la passivité, c'est une non-interférence sage. L'eau de l'esprit est déjà pleine de vie. Elle contient des souvenirs, des plans, des sensations, des instincts, 1000 courants. Quand vous y plongez, les mains agitées, vous remuez le fond. Quand vous ne faites rien, vous laissez les courants se révéler et se poser selon leur cours naturel. Comme une boule à neige que quelqu'un a secouée puis déposée sur une table, les flocons n'ont pas besoin de vos doigts pour se replier. Ils ont besoin d'immobilité pour retomber. Comment faire cela tout de suite, au milieu d'une vie moderne bruyante ? Asseyez-vous ou restez debout là où vous êtes et imaginez que vous faites un pas en arrière, un seul, depuis le courant de pensée. Sentez le corps. Laissez la respiration aller et venir à son rythme. Laissez les sons être les oiseaux et le vent du ruisseau. Laissez les pensées être des feuilles à la surface, certaines brillantes, d'autres déchirées. Vous ne les saisissez pas, vous ne les repoussez pas. Si une pensée vous accroche, remarquez l'attraction dans le ventre, l'épaule, la mâchoire. Ce simple constat est la berge. Chaque fois que vous remarquez, vous êtes déjà de retour sur un sol solide. Les gens demandent souvent « Dois-je me concentrer sur la respiration ?» Un mantra, la flamme d'une bougie. N'importe quel ancrage doux fera l'affaire, mais souvenez-vous du principe. Vous n'essayez pas de forcer l'esprit à devenir vide. Vous le laissez s'éclaircir en refusant de l'agiter. L'ancrage n'est pas un outil pour serrer, c'est un lieu où reposez votre attention pendant que la vase retombe. Yeux doux, mâchoire détendue, cœur patient. À un moment donné de votre pratique, l'impulsion de sauter fera surface. Une pensée anxieuse insistera sur son urgence. Un souvenir chuchotera que si vous ne le réparez pas maintenant, il vous hantera. C'est là le moment de la leçon. Les chariots viennent de passer. L'eau est remuée. Votre travail n'est pas de réparer l'eau. Votre travail est de vous asseoir sur la berge. Respirez. Sentez les points de contact, pieds sur le sol, siège sur la chaise, mains posées. Laissez le corps être le rivage. Laissez le ruisseau s'emballer. Donnez-lui du temps. Il s'éclaircira. Faites une pause avec moi un instant. Quand votre esprit est-il le plus remué? Le matin, le soir, après avoir scrollé, avant de dormir? Et quelle image vous aide à reculer vers la berge, la boule à neige, la mare claire, les feuilles qui dérivent? Partagez-la en commentaire pour que d'autres puissent l'essayer aussi. Et si cette histoire fait naître quelque chose en vous, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir d'autres enseignements utilisables au quotidien. Cela aide la chaîne à atteindre les personnes qui en ont besoin. Et ça me dit d'en apporter davantage. Il y a une autre peur cachée dans cette approche. Si je ne saute pas dedans et ne gère pas mes pensées, ne vont-elles pas partir en vrille? Ne vais-je pas devenir passif, détaché, engourdi? La vérité est l'inverse. Quand vous vous asseyez sur la berge, vous n'abandonnez pas votre esprit. Vous en prenez soin de la seule manière qui fonctionne sur le long terme. Le détachement est froid. La conscience est chaude. Elle inclut tout. Elle reconnaît, oui, il y a de la colère ici, une tension là, du désir ici. Vous ne luttez pas la colère au sol.
Vous sentez comment elle frappe la poitrine, comment elle chauffe le visage. Vous remarquez son récit qui monte et descend. Sans vos mains qui remuent le fond, la colère a un cycle naturel. Elle monte, puis se dissout, comme une vague enfin autorisée à se briser. Pensez aux nuits où vous avez essayé de vous endormir en vous interdisant de penser. L'ordre est devenu une pensée de plus, un autre chariot dans l'eau. Plus vous essayiez, plus vous restiez éveillé. Mais les nuits où vous vous autorisiez à vous reposer sans résultat, l'esprit s'adoucissait. Le ruisseau s'éclaircissait suffisamment pour que le sommeil vienne vous trouver. Considérez une dispute. Après coup, vous la rejouez 100 fois. Peaufinez des répliques que vous n'avez pas dites. Anticipez ce que vous direz la prochaine fois. Cette répétition remue le fond. Imaginez plutôt que vous vous asseyez, respirez et regardez la scène sans ajouter de commentaires. Vous voyez la blessure trembler dans le ventre. Vous voyez l'humiliation crépiter dans la gorge. Vous ne détournez pas le regard, vous n'attaquez pas non plus. Le ruisseau, vu clairement, commence à se calmer. La conversation que vous aurez demain émergera de cette clarté, pas de l'écume. Même la joie a son limon. Quand vous vous y accrochez pour la prolonger, la saisie trouble l'eau. Quand vous laissez la joie passer, vous la goûtez plus pleinement parce que vous n'y mêlez pas la peur. La berge est généreuse. Elle laisse tout venir et tout repartir. Il y a des façons simples d'intégrer cela à votre journée. Traitez chaque encadrement de porte comme une berge. Chaque fois que vous franchissez une porte, faites une pause, respirez une fois et remarquez l'état de votre ruisseau. Ou programmez une petite cloche à sonner chaque heure et utilisez ce moment pour reculer, sentir le corps et laisser ce qui s'agite se déposer. Avant une conversation difficile, offrez-vous 30 secondes pour rester sur la berge. Après une réunion, avant de foncer vers la suivante, adossez-vous et refaites l'exercice. Pas comme un rituel de contrôle, mais comme un acte de confiance. La clarté revient quand on cesse de la troubler. Cela signifie-t-il que nous n'agissons jamais? Non. Les rivières servent à boire, à traverser, à se laver. Le Bouddha n'a pas demandé à Ananda d'adorer l'eau. Il lui a demandé d'attendre qu'elle s'éclaircisse pour pouvoir l'utiliser avec sagesse. Il en va de même pour la pensée. Nous pensons pour planifier, créer, aimer, comprendre. Mais quand la pensée est remuée par l'agitation, elle perd sa netteté. L'action née d'un esprit clair est plus pure. Les mots tombent à leur place. Les décisions s'alignent sur les valeurs. Certains jours, le ruisseau s'éclaircit en quelques minutes. D'autres jours, une tempête en amont maintient l'eau laiteuse un moment. Ce n'est pas grave, la berge est patiente. Si vous vous asseyez avec bonté, même l'eau boueuse peut être belle. La lumière qui effleure la surface, le bruit qu'elle fait, le rappel que la vie n'a pas besoin d'être immaculée pour mériter votre présence. Et si la turbulence est trop forte, si des traumatismes remontent, si la panique devient insupportable, s'asseoir seul peut ne pas suffire. Alors, la berge s'agrandit. Un ami de confiance, un enseignant, un thérapeute, un groupe qui peut vous aider à porter ce qui est lourd. L'essence demeure. L'agitation ne s'éclaircit pas par la force, elle s'éclaircit par la sûreté et la constance. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose de plus subtil. S'asseoir sur la berge n'est pas séparé du ruisseau. La conscience qui observe est faite de la même substance que les pensées qui passent. Vous n'êtes pas exilé de votre esprit, vous en êtes la maison. La berge et l'eau sont un seul et même mouvement. Dans cette reconnaissance arrive l'humilité. Vous ne vous félicitez pas d'avoir rendu l'eau claire. Vous vous émerveillez que la clarté soit la façon dont l'eau sait être. Alors, la prochaine fois que votre esprit ressemblera à ce ruisseau remué, feuilles de ressentiment tournant, limon d'inquiétude rendant tout brun, souvenez-vous de cet après-midi dans la forêt. Rappelez-vous la chaleur, la poussière, les libellules, l'instruction qui paraissait inutile jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Asseyez-vous, ne touchez pas, ne luttez pas. Regardez,
Laissez la respiration aller et venir comme la plus petite vague. Sentez le corps comme la berge. Et quand vous remarquerez l'impulsion de réparer, souriez-lui doucement, comme on sourirait à un enfant enfin prêt à se reposer. La vraie méditation n'est pas de forcer votre esprit au silence. C'est l'art du transfert. Déplacez votre siège d'attention du courant agité à la berge de la conscience. De là, l'esprit vous montrera sa propre clarté. De là, vous pourrez puiser un bol d'eau qui sera propre à boire et l'emporter avec vous dans ce que la journée vous demandera.